Donc, concernant les stages, donc je vous disais que c'était essentiel dans votre évolution sous l'eau et que vous verrez, le tout, c'est pas le tout d'adopter le bon poids, c'est important aussi d'adopter le bon poids au bon endroit. Et on va voir pourquoi dans cette intervention de ce soir. Donc, je vous passe en revue les différents sujets de la soirée, mais bon, donc il y a Daniel est en train de me rejoindre. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Alors, quel est le principe du lestage pour commencer? Tout simplement, le lestage, c'est l'équilibrage des forces. À partir du moment où on est immergé, il y a des forces qui rentrent en jeu. Sous, et quand on est sur l'eau aussi, donc sur et sous l'eau, il y a des forces qui rentrent en jeu. Il y a la force qui est liée au poids du corps immergé, qui subit l'attraction terrestre. Et puis, il y a une autre force que vous connaissez tous, qui est la poussée de l'eau, qui suit la loi d'Archimède, qu'on verra tout à l'heure. Ce principe d'équilibre des forces, c'est ce qui est mis en jeu dans l'exemple que vous avez sur l'écran ce soir, qui est l'exemple du sous-marin, qui, une fois qu'il est immergé, euh, subit son poids qui le contraindrait à descendre vers le bas et à couler, et subit une poussée d'Archimède qui s'exerce vers le haut et qui lui permet d'avoir une certaine flottabilité. Pour ce qui est de l'adaptation de la flottabilité du sous-marin pour rester à un niveau requis, eh bien, vous le savez, je pense, le sous-marin est obligé d'intégrer dans des ballasts des volumes d'air plus ou moins variables en fonction de la profondeur à laquelle il va évoluer. Euh, et pour diminuer ou augmenter sa flottaison pour pouvoir descendre ou monter. Donc, en particulier pour pouvoir descendre, euh, le sous-marin remplit ses ballasts d'eau, mais pas forcément intégralement, en partie. Et pour pouvoir remonter, il est obligé de réalimenter ses ballasts en air pour augmenter sa flottaison et pouvoir remonter. Euh, Ça, c'est les principes qui sont mis en jeu. En ce qui concerne les phénomènes physiques qui sont en jeu derrière, bon, je l'ai évoqué déjà en partie juste avant. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions s'il y en a, mais je pense pas que ce soit des révolutions dans vos connaissances. Euh, donc le principal phénomène physique qui rentre en jeu en premier lieu, c'est l'attraction terrestre. C'est une force qui est liée au poids. Euh, le poids qui s'exprime en, sur les aspects physiques en newton et en multipliant votre masse par l'attraction terrestre, la pesanteur, qui est donc la force d'attraction terrestre. Et, euh, et donc, il faut prendre conscience que notre poids n'existe que parce qu'il y a une attraction terrestre. Et c'est bien pour ça que des spationautes flottent dans l'espace, parce que l'attraction terrestre est nulle là, ou quasiment nulle là où ils sont. Et que dans ces cas-là, ben, ils se retrouvent en apesanteur, ils n'ont pas de poids euh, euh, visible, même s'ils ont une masse, et que souvent on mélange masse et poids. Quand on dit je fais 70 kilos, bah, c'est pas un poids, c'est une masse. Euh, donc cette force d'attraction terrestre, c'est une force gravitationnelle qui est autocentrée. C'est la masse de la Terre qui remporte sur la masse des personnes qui circulent autour. Et c'est ce qui fait qu'en fait, cette attraction a lieu vers le centre de la Terre. Et c'est ce qui fait que on peut tenir debout sur Terre
c'est ce qui fait qu'on tombe par terre quand on est déséquilibré, puisque la force d'attraction terrestre nous amène à tomber par terre. Et quand on est dans l'eau, bah, c'est ce qui fait qu'on peut couler ou pas. On va voir quand est-ce qu'on coule et quand est-ce qu'on ne coule pas derrière. Quand on est immergé dans l'eau, s'exerce donc deuxième phénomène physique qui s'appelle donc la poussée d'Archimède, du nom du scientifique qui en a découvert les principes. Le principe de cette poussée d'Archimède, il est exprimé dans ce sous-texte, c'est quand l'eau veut reprendre sa place, il faut comprendre finalement que quand on émerge un objet dans l'eau, comme vous avez ici dans l'illustration, finalement, l'eau qui environne tout autour de l'objet immergé exerce une pression moléculaire partout autour de la coque, là, pour le coup, du navire, dont la résultante est équivalente à ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et cette poussée d'Archimède, le principe d'Archimède, c'est qu'en fait, il est équivalent au poids du volume d'eau déplacé par le corps immergé dans l'eau. Et ce poids s'exerce vers le haut puisque c'est la somme des petites pressions partielles des molécules qui s'exercent sur la coque avec les pressions à l'horizontale celle qui part à droite s'annule avec celle qui part à gauche. Donc la résultante est une poussée verticale vers le haut. Ce qui fait qu'on coule dans le cas de l'ancre ou qu'on ne coule pas dans le cadre du bateau, c'est le fait que la poussée d'Archimède soit équivalente ou non au poids du corps immergé. Là, dans le cas du bateau, le volume déplacé d'eau est égal au poids du bateau et le bateau flotte. Dans le cas de l'ancre, la poussée d'Archimède par rapport au volume d'eau déplacé est insuffisant pour que l'ancre puisse flotter. Et donc, le poids de l'ancre fait qu'elle coule. On voit bien que c'est du coup la volumétrie du volume d'eau déplacée qui, plus le volume est important, plus la poussée d'Archimède est forte. Alors, donc j'ai Hélène qui est en train de se connecter et Guy qui cherche encore à se connecter. Donc j'espère, et Daniel qui cherche encore à se connecter. J'espère que ça va marcher. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là? Je ne pense pas que je vous ai appris grand-chose sur le sujet. Bonsoir Hélène, merci de nous avoir rejoints. Bon, pas de questions, je ne vois pas de main se lever. J'en arrive à ce que c'est que la flottabilité d'un corps dans l'eau ou la flottabilité d'un corps à la surface ou un corps qui coulerait au fond. C'est en fait la différence, elle est liée au poids apparent du corps immergé dans l'eau, qui est la différence finalement entre le poids réel de la personne ou du bateau ou de l'ancre et moins la poussée d'Archimède. On parle de flottabilité positive quand le poids apparent est inférieur à 0 et dans ce cas-là, on flotte et où on a tendance à remonter quand on est en plongée. On parle de flottabilité négative lorsque le poids apparent, donc la différence entre poids réel et poussée d'Archimède, est positif et dans ce cas-là, on a tendance à couler. Et on parle de flottabilité neutre quand la poussée d'Archimède est égale au poids réel de la personne ou de l'objet qu'on immerge. Des questions sur ce sujet? Poids apparent, flottabilité neutre?
Alors, à ce stade, je voudrais que vous vous rendiez compte que vous pouvez avoir l'impression d'être entre deux eaux et d'être en flottabilité neutre sans l'être, parce que dans votre évolution, vous compensez éventuellement soit un poids qui est trop important par rapport à la poussée d'Archimède, soit l'inverse, une poussée d'Archimède qui est trop forte par rapport à votre poids réel. Dans votre évolution au quotidien, vous pouvez ne pas trop vous en rendre compte que vous n'êtes pas en flottabilité neutre, et on va voir les incidences que ça peut avoir derrière. Pas de main levée encore, pas de questions non plus. Du coup, vous êtes bien sage ce soir. Bon, jusqu'ici, c'est que je vous ai rien appris, c'est tant mieux. Alors, on en arrive à des questions relatives à la flottabilité du corps humain. Et la première des questions qui se posent généralement, c'est savoir est-ce que le corps humain, il coule ou il coule pas? C'est souvent une question qui est posée. On a vu tout à l'heure que c'est lié au volume d'eau qu'on va déplacer. Et en fait, finalement, on peut raisonner aussi en densité par rapport à l'eau. Vous savez que l'eau, dans une piscine, hein, en mer c'est un peu différent, mais dans une piscine, vous savez que l'eau, que la densité de l'eau, c'est 1 kg par litre. Bon, voilà, vous savez bien quand vous achetez 1 litre d'eau, vous achetez 1 kg d'eau en même temps. En comparaison, la densité du corps humain, quand on prend la somme des densités des os, 1,8 kg par litre, des muscles, 1,05 kg par litre, de la graisse qui a une densité très faible, enfin plus faible que l'eau, 0,95, des viscères et ainsi de suite. En moyenne, le corps humain, il est de 1,062 kg par litre. Ce qui veut dire que si on raisonne densité du corps humain par rapport à la densité de l'eau, on est plus lourd, on a une densité plus forte, le corps humain a une densité plus forte que l'eau, et on pourrait penser que ça nous conduirait à couler. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque vous l'avez constaté, j'espère, en général, quand on est en maillot de bain, hein, parce que si on est, ou quand on est tout nu, mais en général, on est en maillot de bain dans la piscine. Évidemment, quand on a des vêtements ou des choses par-dessus nous qui nous font, on pourrait couler, mais si on est en tenue d'Ève ou d'Adam, en tout cas, on ne coule pas parce que à l'intérieur de notre corps existent des organes qu'on peut appeler de flottaison, qui sont les poumons et toutes les zones, les cavités dans lesquelles on peut avoir de l'air, y compris, on peut en avoir aussi un petit peu dans les intestins ou de temps en temps. Donc, ces organes, donc les poumons essentiellement quand même, et vous vous souvenez qu'on a en plus dans les poumons un volume résiduel qu'on peut pas vider. Donc en fait exerce un effet de bouée interne qui réduise la densité apparente du corps et qui lui offre une flottabilité positive. Dans les faits, quand on vous dit il y a des gens qui coulent en surface, bon, ça peut arriver s'ils sont équipés de vêtements et qu'ils sont alourdis par leurs vêtements, ça c'est clair. Par contre, en temps normal, ça ne doit pas arriver en tenue d'Adam ou en maillot de bain. C'est dans le cadre d'une panique que se crée un déficit de ventilation et de remplissage des poumons et que peut être associé une noyade. Donc une panique qui peut être liée à des vagues, du brassage par l'eau, ou alors une méconnaissance en fait du milieu, quoi, pour ceux qui n'ont jamais été dans l'eau. Y a-t-il des questions sur cet élément-là, de savoir qu'en temps normal, tout le monde flotte? Oui, juste ça m'amène simplement à réaliser que finalement la densité du corps humain, si tu comptes les poumons, elle n'est pas de 1,062, elle est inférieure à 1. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vous ai donné la densité du corps humain pour ce qui est des organes. Okay. Et donc, la moyenne de 1,062, c'est en tenant compte des organes.
Par contre, effectivement, à compter que on a en moyenne 4 litres d'air pour les femmes, dans les poumons 5 litres pour les hommes, bah, ce volume-là réduit notre densité du corps à moins de 1, ce qui fait on flotte. Merci pour Arnaud pour la précision et la clarification du coup. J'ai toujours Daniel Guy qui cherche à se connecter depuis tout à l'heure. Je ne sais pas s'il va y arriver. Ça a l'air compliqué pour lui ce soir. D'autres questions? Non, je pense que c'est assez clair. J'en arrive aux différents facteurs de variabilité en apnée. Le premier est lié au volume et à la densité de l'eau déplacée. Donc, en fait, la pression d'Archimède, c'est lié au volume d'eau déplacée, mais il y a un facteur qui rentre en jeu supplémentaire qui est la densité de l'eau. Dans une piscine, on a une densité d'1 kilo par litre. Donc, on fait abstraction de cette notion-là. Mais dans la mer, on peut avoir des densités d'eau différentes. Dès que l'eau est salée, elle est plus lourde qu'une eau douce. Et vous avez d'ailleurs des exemples ici, en bas de ce schéma. Vous voyez que l'eau douce est à 1 kg par litre. Dans une mer normale, on va dire ici en Normandie, on est à 1,024 kg par litre. Et si on prend le cas extrême de la mer morte, on est à 1,240 kg par litre. Donc, finalement, la pression d'Archimède, au-delà du volume déplacé, c'est aussi, et il y a un facteur multiplicatif qui est lié à la densité de l'eau. On en fait abstraction généralement parce qu'on est dans des piscines, pour ce qui nous concerne dans des piscines, mais en mer, il faut en tenir compte. Donc, dans notre pratique d'apnée, il y a une variabilité liée au volume qui va être liée à notre corps et à l'équipement que l'on dispose, qui va être du coup liée à la densité de l'eau, à savoir si on est en eau douce, en eau plus ou moins salée, et qui va être aussi liée à la profondeur. Pourquoi la profondeur? C'est pas que au fur et à mesure que vous descendez, la densité de l'eau va changer. C'est pas le cas. Ce qui va changer, c'est qu'on l'a vu la semaine dernière, c'est que avec les phénomènes de compensation et de compression, vous allez avoir votre volume corporel qui va baisser au fur et à mesure de votre descente en profondeur. Je prends dans ce tableau-là, qui est en lien avec le graphique de droite, un exemple tout simple, concret. Un apnéiste de 78 kg de poids, de 78 kg en surface avec une capacité vitale de 6 litres. On a vu la semaine dernière qu'à 10 mètres, sa capacité vitale, son volume pulmonaire global va être réduit à 3 litres et à 2 litres à 20 mètres. Ce qui veut dire que si au départ, pour 78 kg, la personne faisait 82 litres de volume, la réduction du volume pulmonaire va faire qu'elle en fait soit plus que 79 litres à 10 mètres et 78 litres à 20 mètres. Vous voyez que dans ce cas-là, à 78 litres à 20 mètres, dans une eau de densité 1, eau douce, eh bien, c'est à 20 mètres que cette personne de 78 kg et de volume 82 litres en surface va se retrouver en situation de flottabilité nulle. D'accord? Alors que à 10 mètres, son volume faisant 79 litres, il y aura une poussée d'Archimède de 79 kg qui va avoir tendance à la faire flotter. En surface, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est bien évident, il fait 82 litres donc, et 78 kg, donc il flotte. Dans le cas de la mer morte et d'eau salée, eh bien, la personne ne sera pas en situation de flottaison neutre à 20 mètres, encore moins
en mer morte parce que on multiplie par la densité de l'eau qui est supérieure à l'eau douce, 1,024, et on voit que à 20 mètres, la pression d'Archimède est de 80 kg pour 78 kg de poids de la personne. Donc, on est toujours sur une flottabilité positive qui fait flotter. Voilà pour les exemples. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Romain, levez la main, vas-y. Merci. Je me demandais si c'était juste un exemple théorique ou bien si c'était effectivement il y avait ça se voulait réaliste dans le sens où moi je croyais me souvenir que à la fosse de Conflans, donc une fosse de 20 mètres, quand on avait un shorty, à partir de 10-15 mètres, sans être lesté, on tombait, on arrêtait de palper, on tombait, j'allais dire pas comme une pierre, mais on était clairement, bien avant les 20 mètres, on était déjà plus lourd que l'eau, quoi. Oui, alors c'est un exemple, on va voir les différents facteurs de variabilité après. Mais c'est un exemple que j'ai pris, vous voyez dans le schéma, il est équipé d'une combinaison intégrale qui va lui accentuer sa surflottaison de surface, en fait. D'accord. C'est pour l'exemple, ok, c'est pour voilà. Après, l'illustration. Il y a des facteurs de variabilité qu'on va voir par la suite et qui peuvent expliquer ça. Évidemment, si tu es en maillot de bain, d'ailleurs en fosse, tu pourrais très bien être tout simplement en maillot de bain, tu vas partir peut-être non pas avec 78 kg, 82 litres de volume en surface, parce qu'il faut savoir qu'une combinaison, ça rajoute de la flottabilité et du volume. Tu vas partir peut-être directement à 79 kg en surface, si tu es nu comme un verre, on va dire, grosso modo. Et effectivement, tu vas te retrouver dans une situation où à 10 mètres, tu seras en flottabilité neutre et en dessous, tu seras en flottabilité négative et tu vas couler. D'accord? Mais on va revoir ces éléments plus en détail après. Dans les facteurs de variabilité, on a aussi les facteurs de variabilité liés à la masse volumique du corps humain. On n'est pas tous égaux, et en particulier, hommes et femmes, on est inégaux dans l'eau par rapport à ces aspects-là. À savoir que, en termes de densité, une femme, et en tenant compte des volumes d'air d'ailleurs, pour le coup, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, une femme est plus légère qu'un homme. C'est lié en particulier à la répartition taux de muscle, taux de graisse, pourcentage de muscle, pourcentage de graisse. Généralement, les femmes ont un peu moins de muscles et un peu plus de graisse, à l'inverse, que les hommes. Et du coup, la densité des femmes est plus faible que la densité moyenne des hommes. Là, j'ai bien précisé, y compris Simon, dans cet exemple-là. Ce qui fait qu'une femme a une meilleure flottaison en surface, elle aura tendance aussi à avoir une meilleure remontée verticale, et ce qui lui donne un avantage en surface. Les hommes, eux, ont une meilleure coulée verticale, ce qui leur donne un avantage en profondeur, et je ne donnerai pas plus de détails sur ce trait d'humour. C'est dommage, Marc n'est pas là, il me remontrait un peu les bretelles. On n'est pas égaux dans l'eau, y compris aussi sur la répartition de cette densité. C'est-à-dire qu'une femme, elle est plus légère, un homme plus lourd d'un point de vue densité, mais on a aussi une répartition différente de nos masses, qui fait qu'on a un point d'équilibre corporel qui n'est pas situé au même endroit entre les hommes et les femmes. Il faut comprendre qu'une femme est plus équilibrée
dans sa répartition et qu'en fait, on a son centre de gravité qui est plus central que pour un homme. C'est lié au fait que le torse et les épaules chez les femmes sont moins prononcés que chez les hommes. En général, hein, attention, on verra que généralement, en proportion, le bassin est plus large chez les femmes que chez les hommes. Ça, c'est très connu, c'est lié aussi à la procréation. Que la capacité pulmonaire totale des femmes est plus faible. Ce qui veut dire que du coup, le volume d'air en partie haute du corps est plus faible que pour les hommes. Et donc, le centre de gravité des femmes a plutôt tendance à être au niveau du nombril. Alors que pour les hommes, avec un torse plus large, des poumons plus importants et un bassin proportionnellement plus réduit, on a un centre de gravité qui est plutôt remonté au niveau du thorax. Donc, en conséquence de quoi, une femme a un meilleur équilibre. Certaines diront qu'il n'y a pas que pour des questions de poids, de répartition de poids, et qu'un homme a tendance, en général, à avoir les jambes qui coulent et le torse qui remonte, et donc à avoir une situation plutôt de déséquilibre horizontal, notamment dans son évolution à l'horizontale dans une piscine. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments? C'est important de comprendre que du coup, quand on parle de lestage, on ne peut pas parler de lestage de la même façon pour tout le monde. Alors, on va aborder ça après, mais forcément, ça a une incidence sur la manière de devoir se lester des uns et des autres en fonction qu'on est une femme ou un homme, et en fonction, on va le voir après, de sa morphologie. Alors, dans ce dessin-là, j'ai oublié d'évoquer deux choses qui apparaissent et qui sont quand même importantes. C'est que finalement, le point d'équilibre de la personne étant ici, pour une femme, et ici pour un homme, que la poussée du poids est vers le bas et la poussée d'Archimède vers le haut. En fait, il faut comprendre que pour une femme, comme elle était équilibrée, les poussées s'exercent en moyenne au milieu du corps, au niveau de la poussée d'Archimède et au niveau du poids. Pour un homme, ce qui se passe, c'est que finalement, le déséquilibre avant-arrière fait que finalement, la poussée d'Archimède a tendance à être plus forte pour la partie avant du corps que pour la partie arrière, et que du coup, on a les jambes qui ont tendance à couler et le torse qui a tendance à remonter. Pas de questions? Très clair pour tout le monde, apparemment? Eh bien, j'enchaîne. Ce que je viens de vous dire n'est pas vrai à 100%. Ce que je viens de vous dire, c'est un cas général et c'est en moyenne. Et en fait, ça dépend en fait finalement de la morphologie de chacun. Chacun a son centre de gravité et sa densité propre. Et en fait, en fonction de votre stature, de votre taille, de votre ossature, de sa répartition, de votre squelette, en fonction de savoir s'il est plus ou moins lourd, il y a des gens qui ont des squelettes très lourds et d'autres qui ont des squelettes légers, en fonction de votre indice de masse corporelle, en fonction de votre ratio muscle-graisse qui peut être très différent si vous êtes très athlétique ou pas très athlétique, en fonction aussi de votre âge, puisque au fur et à mesure qu'on vieillit, on a tendance à avoir son volume musculaire qui baisse, compensé par un volume de graisse qui augmente, mais aussi en fonction de la saison, en hiver ou en été, où on peut être, en général, on a un peu plus de surpoids l'hiver que l'été. Tout ça rentre en jeu dans la place où se trouve votre équilibre de poids corporel. Vous voyez dans les illustrations qui sont là, vous avez le cas d'exemple de femmes relativement fines de hanches et
et qui font que, grosso modo, ces femmes peuvent avoir un centre de gravité au même niveau qu'un homme standard. Mais un homme relativement lourd, là, pas forcément gros, hein, mais un homme relativement lourd et charpenté, on va dire, il peut avoir un centre de gravité relativement bas, presque équivalent à certaines femmes qui peuvent avoir des hanches beaucoup plus larges, parfois des torses très, très réduits et qui ont un centre de gravité qui va descendre même en dessous du nombril pour certaines femmes. Donc, comprenez bien que le lestage, c'est vraiment une histoire individuelle. Chaque personne va avoir besoin d'un lestage adapté à sa morphologie. Et on va voir qu'il y a encore d'autres éléments qui rentrent en jeu. Des questions ? Il n'y a pas de questions. Dans la discussion, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a un point que je n'avais pas vu, mais c'était la réflexion d'Arnaud tout à l'heure. OK. Merci Romain pour la petite précision sur la vitesse astronomique. Bon, ça, c'est un truc qu'il faudra que je regarde. Je découvrirai ça. Merci pour cette explication. Je poursuis du coup. Autre facteur de variabilité dans votre flottabilité, c'est bien sûr l'équipement que vous pouvez emporter avec vous lorsque vous évoluez, que ce soit en piscine ou en mer ou en fosse. Il y a un certain nombre d'équipements qui vont augmenter votre flottabilité. Ce sont tous les équipements dont la densité est inférieure à 1 kg par litre. Donc, ça va concerner les combinaisons, les gilets, les souris, les chaussons, les gants, et les masques et les lunettes en tenant compte du volume d'air interne de ces éléments une fois qu'on les pose sur son visage. Donc, et évidemment, en fonction que vous êtes en shorty, en combinaison simple ou en combinaison avec cagoule, et en fonction de l'épaisseur de la combinaison également, au fur et à mesure dans ce sens-ci, vous allez augmenter le volume de tout le matériel qui flotte que vous emportez avec vous. Ça va augmenter aussi votre poids, puisque ces éléments ont un poids, mais essentiellement, ça va faire croître votre volume, puisque c'est une densité inférieure à 1. Ça va diminuer votre densité, et ça va augmenter la poussée d'Archimède et faire diminuer votre poids apparent et avoir tendance à créer une surflottaison. À l'inverse, vous avez un certain nombre de matériels que vous emportez sur vous qui ont tendance à couler parce que leur densité est supérieure à 1 kg par litre. C'est le cas de tous les petits matériels, montres, ordinateurs, tuba. C'est le cas des palmes, des monopalmes que vous pouvez utiliser au quotidien, qui coulent. Voilà. Vous avez des poids indicatifs qui apparaissent là. Bien sûr, vous avez en plus tous les poids liés au lestage dont vous avez besoin pour l'équilibrage, et on va finir par y arriver, qui, eux, augmentent votre volume, certes, mais augmentent surtout votre poids, augmentent globalement votre densité d'apnéiste, augmentent peut-être un peu la poussée d'Archimède en compensation de l'augmentation des volumes, mais c'est surtout le poids apparent qui augmente, et là, ça a tendance à vous couler. Évidemment, c'est la somme entre le matériel qui flotte et le matériel qui coule qui fait que vous avez un poids apparent global qui peut être soit diminué, soit augmenté. Y a-t-il des questions sur ces éléments-là? J'imagine que non. Comprenez bien à ce stade que finalement, à chaque fois que vous mettez un équipement différent, ça a un impact sur votre poids apparent.
Et donc, ça a un impact sur la nécessité de vous lester pour atteindre une flottabilité neutre dans votre zone, dans la zone d'évolution qui est importante d'avoir une flottabilité neutre. Il n'y a pas de questions sur ces éléments? Dans le chat non plus. Philippe, tu peux suivre le chat de régulièrement de ton côté, comme d'habitude? A priori, il n'y en a pas. Oui, je regarde. Ok, merci. Je regarde. Bon, je poursuis du coup. Donc, du coup, il est essentiel d'adopter le bon lestage et d'adopter le bon poids au bon endroit. Je reprends ici, ça c'est la reprise du graphique du schéma de tout à l'heure. Mais les principes principaux sont de faire en sorte que, en surface et poumon vide, vous devez flotter. D'accord? Ça, c'est un des principes fondamentaux. En surface, il faut flotter. Donc, il ne faut pas être déjà en situation de couler en surface, parce qu'évidemment, dès qu'on va descendre, on va couler encore plus. Alors, certes, ça va vous aider à descendre vite, mais ça vous posera des problèmes pour remonter. Et en piscine, si vous coulez, vous allez passer votre temps à frotter le fond ou à lutter contre ça. En piscine, ce qu'on recherche, c'est une flottabilité neutre, un point d'équilibre, à la profondeur d'évolution. On verra, mais ça facilite la propulsion à l'horizontale pour pouvoir avancer à l'horizontale, et on verra de quelle manière tout à l'heure. En fosse ou en milieu naturel, ce qu'on recherche, c'est une flottabilité neutre à mi-profondeur d'évolution. L'idée étant de faciliter la descente, mais aussi la remontée. Évidemment que si vous êtes surlesté en mer, vous allez descendre plus facilement en profondeur. Par contre, vous allez avoir des difficultés pour remonter quand il faudra remonter. Et comme on est en fin d'apnée, ça peut être dangereux. Et on verra les risques d'accident liés à ça tout à l'heure. Donc, en reprenant mon exemple de tout à l'heure, exactement le même exemple que celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, où on partait avec un apnéiste de volumétrie de 82 litres en surface, donc, qui générait une pression d'Archimède de 90 kg et de 78 kg pour ce qui est du poids de l'apnéiste. Et bien là, je vous ai indiqué les différents types de poids utiles pour les différents lieux d'évolution. Vous voyez qu'en surface, la personne a plus 3 kg. Non, c'est plus 4 kg, pardon, sur ce graphique. Je me disais que c'est pas possible que ce soit pareil ici. Un delta de 82 kg de poussée d'Archimède, moins 78 kg de poids, qui fait plus 4 kg et pas plus 3, je corrigerai mon slide, donc qui génère une flottaison en surface. Pour être équilibré à 2 mètres de profondeur, les 82 kg, on a une réduction du volume des poumons qui nous amène à 80 kg finalement de poussée d'Archimède. Pour pouvoir compenser cette poussée d'Archimède qui reste supérieure au poids du corps, il faut rajouter 3 kg de lestage pour pouvoir évoluer en flottabilité neutre dans un bassin à profondeur de 2 mètres. Voilà. Donc, si on est à 3 mètres, ce sera un petit peu moins. C'est à voir en fonction de la profondeur de la piscine. Pour la même personne qui évoluerait, qui pratiquerait de l'apnée en profondeur, on va dire à profondeur d'évolution maximale de 20 mètres, l'objectif étant de rechercher une flottabilité neutre à 10 mètres, à mi-profondeur d'évolution. Vous voyez que en eau douce, un seul kilo lui suffira, ce qui est déjà très différent des 3 kilos, ce qui implique de se dire, quand je suis en fosse,
Je n'utilise pas les mêmes lestages que quand je suis en piscine. Par contre, s'il est en mer, comme on a l'effet de la densité de l'eau de mer qui se rajoute, là, il lui faudra 3 kilos pour être équilibré à 10 mètres. Et si jamais il advenait que vous alliez en mer morte, et ben pour le coup, pour être équilibré à 10 mètres en mer morte, dans le cas de notre exemple, il faudrait que vous soyez lesté de 20 kilos de plomb, ce qui fait beaucoup. Donc, à mon avis, ça doit être assez difficile de plonger en mer morte. Est-ce qu'il y a des questions sur cette adaptation nécessaire du poids en fonction de la profondeur d'évolution? Tu m'entends? Ouais. Emmanuel, vas-y. Du coup, lorsque tu veux faire des sorties avec des profondeurs variées, 10, 20 mètres, lors des mêmes sorties, tu es obligé de modifier rapidement les poids ou comment tu fais? Alors, En mer, je parle. oui, on est d'accord. En mer, il faudra que tu tiennes compte de la profondeur maximale à laquelle tu vas aller. Ouais. Voilà. Après, idéalement, en mer, toi, tu es chasseur sous-marin, il y en a d'autres. Idéalement, en mer, on adapte aussi ses poids au fur et à mesure de sa sortie. Sur 20 mètres, tu vas te lester moins que si tu vas plonger sur 8-10 mètres. Ouais. Et parfois, tu es obligé de te surlester quand tu fais de la chasse sous-marine dans 2-3 mètres d'eau au bord de la côte, parce que sinon, tu vas pas pouvoir tenir sur le fond pour faire un agachon, quoi. Donc, idéalement, dans des activités très variées, chasse sous-marine sur des profondeurs différentes, c'est quand même fortement conseillé d'adapter son poids à chaque lieu où on va. Ouais. En apnée pure, en général, sauf si on fait un peu de découverte et qu'on se déplace, mais en général, on travaille sur. Enfin, tout va dépendre si tu es à bord d'un bateau, quoi, que tu as la possibilité de changer tes poids régulièrement, tu vois bien. Si tu es pas à bord d'un bateau, eh ben, il faut que tu t'adaptes à la profondeur maximale, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois sous-lesté pour les profondeurs minimales. En général, moi, j'essaie de choisir un spot où je vais essayer de me dire, tiens, je vais plonger à tel endroit, mais avec les marées, ça bouge assez vite. On est d'accord, mais après, il y a d'autres solutions pour adapter Moi, je joue avec mon poids sur le fil que je mets à ma bouée. Alors, tu as cette solution-là, effectivement. Si tu as un lest de bouée que tu utilises pour te déplacer et marquer marquer ta présence en termes de chasseur avec une bouée en norme, effectivement, tu peux utiliser le poids de ta bouée pour compenser ton sous-poids quand tu es sur des faibles profondeurs. Mais tu peux tout simplement aussi récupérer un galet au fond de l'eau au besoin, quand tu as besoin. Et puis, éventuellement même, parfois, sans aller au poumon vide, parce que là, ça serait pas du tout conseillé, mais tu peux aussi adapter la volumétrie, on appelle ça de faire les poumons ballast. Tu peux aussi adapter aussi le volume d'air que tu vas emmener. Si tu es à faible profondeur, bah, tu peux peut-être avoir tendance à un petit peu moins remplir tes poumons, mais ce qui veut dire que tu allongeras pas autant tes apnées, mais au moins tu seras plus stable à une petite profondeur si tu remplis un peu moins d'air et ça te créera plus d'aisance dans ton évolution. Donc il y a des solutions pour adapter, mais le mieux, c'est quand même de changer ses poids au fur et à mesure en fonction du lieu où on va. Et en tout cas, surtout pas dire je mets 8 kilos éventuellement parce que je suis en combine 7 mm plus une souris par en dessous parce que c'est l'hiver qui fait froid. Je mets 8 kilos pour débuter ma sortie dans 5 mètres d'eau et puis garder les 8 kilos en allant à 15 mètres juste après, quoi. Ah bah non, C'est super déconseillé, quoi.
Et on va voir après pourquoi. Alors là, je vous ai parlé du poids total, s'il n'y a pas d'autres questions, mais là, je vous ai parlé du poids total nécessaire pour atteindre une flottabilité neutre, soit à 2 mètres en piscine, soit à profondeur moyenne d'évolution en apnée profondeur. Il y a d'autres enjeux que d'adapter son lestage, son poids au bon endroit. Ça va être adapté, il y a l'endroit de votre pratique, mais aussi il y a l'endroit où vous placez ces lestes sur votre corps. Donc, il faut adapter à soi et aux disciplines qu'on pratique ces lestes. Vous l'avez compris, c'est lié à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, le centrage différent de la répartition des poids des corps entre les hommes et les femmes. C'est lié aussi à la nature des lestes que vous allez utiliser en fonction de vos lieux de pratique. En milieu naturel et en fosse, vous pouvez utiliser et voire en piscine, vous pouvez utiliser des baudriers ou des plombs associés à une ceinture abdominale. En piscine, vous pouvez avoir aussi en piscine, vous pouvez avoir des colliers ou des plombs de cou d'une manière générale, voire même vous pouvez avoir dans certaines situations en mer, en particulier quand on évolue à des faibles profondeurs, potentiellement des plombs de cheville. Il faut combiner ces éléments-là pour faire en sorte que le lest que vous apportez permette de ne pas vous déséquilibrer pour une femme qui aurait son centre de gravité ici. Et il faut donc que les poids soient affectés au niveau de son centre de gravité ici, parce que si on les met trop à l'avant ou trop à l'arrière, eh bien on va déséquilibrer la répartition du lest pour une femme. Pour un homme, à compter du moment où on est déséquilibré en temps normal pour un homme avec un centre de gravité plutôt remonter vers le buste, pour pouvoir compenser ce déséquilibre dont on a parlé tout à l'heure, il serait utile pour tous ceux qui ont cette morphologie-là, en tout cas, d'avoir un lestage qui soit réparti plutôt sur le haut du corps pour éviter la surflottaison du haut du corps que sur le bas du corps qui a tendance déjà à couler. Donc, une nécessité d'adopter des lestes différents en fonction que vous êtes une femme ou un homme, ou en fonction de la morphologie que vous avez relativement à cet exemple-là que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions? Eh bien, je continue. Un des points essentiels pour savoir comment se lester, c'est d'apprendre à tester son lestage. Et quand je dis tester son lestage, c'est pas tester son lestage une fois tous les 5 ans. Il est nécessaire que vous pensiez à tester votre lestage régulièrement, à chaque fois que c'est nécessaire en piscine. Quand vous changez de matériel, vous changez de combinaison, vous changez de palme, vous changez votre densité globale et ça nécessite éventuellement de faire une mise à jour de votre lestage. Vous changez de poids entre l'été ou entre l'hiver, ou parce que vous avez fait un peu de sport et vous avez maigri, ou à l'inverse, vous avez grossi pour d'autres raisons. Ça nécessite, si on veut optimiser son lestage, de refaire un test. Vous prenez de l'âge, comme moi en ce moment, par exemple, vous avez un ratio musculaire gras qui évolue, vous avez plus de gras
en proportion le gras qui augmente par rapport au muscle, et ben, la prise d'âge nécessite en général de rajouter du poids pour pouvoir compenser la surflottaison liée au fait qu'on remplace du muscle qui est plus dense par du gras qui est moins dense que l'eau. Votre progression est importante au fur et à mesure du temps. Votre capacité vitale, vous arrivez à accroître votre capacité vitale, et ben, ça veut dire que vos volumes pulmonaires augmentent. Et ben, ça a une incidence encore sur votre volumétrie, et donc il faut réfléchir régulièrement aussi pour ça à modifier votre lestage. Autre situation où il faut aussi faire attention à modifier son lestage, c'est quand on travaille avec ou sans palme, on n'a pas le même poids, et on peut faire varier éventuellement son lestage dans ces cas-là, ou quand on fait des exercices poumon vide en piscine, où là, effectivement, l'exercice poumon vide conduit à baisser votre volume global et il est nécessaire d'enlever quelques poids pour pouvoir être à l'aise en termes d'exercice. Vous avez ici à droite une illustration de comment faire cet exercice. Alors, on l'a déjà fait ensemble avec un certain nombre d'entre vous. Régulièrement, je le fais en situation de piscine avec certains et je l'ai fait encore récemment avec au moins 2 d'entre vous il y a 15 jours, il me semble. Pour le faire, le plus simple, c'est de se tester sans palme, en s'immergeant en bordure de mur, en poussant sur le mur à l'horizontale et en se laissant glisser le plus loin possible, le plus horizontal possible, et en attendant de voir comment ça se passe. Dans le cas où vous êtes correctement lesté, dans le cas où vous avez une flottabilité neutre à profondeur d'évolution en piscine, on va dire 2 mètres, si vous êtes bien équilibré, vous allez pousser sur le mur, vous allez glisser, 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 et vous arrêtez. Je dis bien vous arrêtez entre 2 eaux. Si vous ne vous arrêtez pas entre 2 eaux, soit vous descendez vers le bas, soit vous remontez en surface, c'est que vous n'avez pas le bon équilibre en termes de lestage. Ici, vous êtes surlesté, ici, vous êtes sous-lesté. La répartition est bonne puisque vous êtes corps à l'horizontale. Vous pouvez être équilibré, c'est-à-dire vous retrouver entre 2 eaux après votre poussée, mais avoir la tête vers le bas et les jambes vers le haut. Et c'est là que vous avez, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez un surlestage au niveau de la tête et un sous-lestage, ou à l'inverse, peut-être au niveau de la ceinture, pour ce qui est d'un homme, ou à l'inverse, avoir une tendance à être dans l'autre sens, où vous avez un surlestage sur le bas du corps par rapport au haut du corps. Et évidemment, vous pouvez cumuler les deux, c'est-à-dire, c'est un cas assez fréquent, hein, on est sous-lesté et en plus on est lesté au mauvais endroit au niveau de la ceinture. Et grosso modo, on peut avoir tendance à remonter en surface avec d'abord le haut du corps qui remonte en surface, notamment chez les hommes, et les pieds qui sont encore au fond. C'est-à-dire que vous poussez et à un moment donné, vous avez une déstabilisation, le haut du corps qui remonte, les jambes qui coulent et vous vous retrouvez à la verticale. Ça, c'est une situation de mauvais lestage. Y a-t-il des questions, des remarques sur ça? Pour ceux qui n'auraient pas fait l'exercice encore, soit avec Philippe, soit avec moi, parce que je sais que Philippe le fait aussi, faudra pas hésiter, parce que c'est vrai qu'il y a certaines séances où on l'a fait et tout le monde n'était peut-être pas là. Faudra pas hésiter à nous en parler pour qu'on le regarde avec vous. Est-ce qu'il y a pas aussi un truc, tu sais, une différence entre s'immerger tête en haut et s'immerger en canard au niveau du placement de l'air dans le corps? Pour ce qui est... Parce que j'avais vu une vidéo un coup comme ça sur ce truc-là, sur le fait
de s'immerger, tu sais, quand tu es au bord de bassin, si tu t'immerges en fait en descendant les pieds en premier au lieu de faire un canard, Oui. ton air est pas placé au même endroit dans ton corps que si tu t'immerges en faisant un canard. Bah, non, l'air dans tes poumons, il est toujours dans tes poumons, il ne va pas se déplacer plus au pied ou plus à la tête. Non, ce qui va jouer quand même, euh, c'est dans. Alors, on rentre dans du détail, mais c'est vrai que si tu as les poumons à l'air quand tu fais, enfin, quand tu fais un canard, tu commences d'abord par immerger ton haut du corps, finalement. Et donc, tu as la compression qui s'applique tout de suite sur tes poumons et qui vont t'aider plus facilement à descendre qu'à l'inverse quand tu descends tête en haut. D'accord? Puisque la compression sur les jambes et sur le bas du corps conduit pas à un écrasement comme c'est le cas pour les poumons. Ce qui veut dire que du coup, quand on fait une immersion qu'on appelle le phoque, comme tu l'évoques, en descendant les pieds vers le bas, on est obligé de prendre un peu d'élan, et on verra ça dans le cours sur la propulsion. On est obligé de prendre un peu d'élan pour s'aider à s'immerger. Donc on verra ça dans le cours sur la propulsion, mais ça n'a pas d'incidence sur ta flottabilité en piscine. Euh, Pas du tout. Ok. C'est pas la manière dont tu vas t'immerger. Alors, ce qui va avoir une incidence, quand même, c'est si ici, au lieu de faire une poussée à l'horizontale, tu fais déjà une poussée vers le bas. Alors évidemment, tu vas avoir tendance à descendre. Ouais. Ou si à l'inverse, tu fais une poussée vers le haut, tu vas avoir une tendance à remonter. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, quand ça s'arrête, si tu es en surface, si tu as tendance à rester en surface, c'est parce que tu étais sous lesté. Si tu as tendance à aller au fond, c'est parce que tu es sur lesté. Si tu as une tendance à être la tête vers le bas, les jambes vers le haut, c'est que tu es surlesté sur le haut et plutôt que vers le bas. Et à l'inverse, si tu es sous-lesté sur la partie haute, tu auras tendance à remonter sur le haut. Voilà. Et tu peux combiner les deux et, et finalement être très déséquilibré dans ta répartition des lestes. Pourquoi j'insiste sur le fait de faire cet exercice en, en DNF, donc sans palme, c'est parce que avec les palmes, dès que vous commencez à palmer, vous ne vous rendez pas compte, mais vous compensez un mauvais lestage. Donc avec les palmes, c'est difficile d'apprécier la finesse du lestage que vous devez avoir pour pouvoir être dans cette situation parfaite de flottabilité neutre à 2 mètres et de répartition adéquate des poids entre l'avant et l'arrière de votre corps. Avec les palmes, dès qu'on commence à les activer, on peut compenser un sous-lestage en faisant une propulsion vers le bas ou on compenser un surlestage en faisant une propulsion vers le haut sans s'en rendre compte. Donc c'est vraiment dans le cas d'un exercice en poussant sur le mur qu'on arrive à voir si on a un lestage bien adapté. Donc, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait cet exercice et qui le font, prévenez-nous, Philippe ou moi, et on le refera parce que c'est fondamental. On le verra notamment dans le cours sur la propulsion la semaine prochaine. C'est vraiment impératif de chercher à être dans cette situation-là, parce que sinon, en résumé, ça veut dire que sinon, vous passez votre temps, lorsque vous nagez, à lutter contre un surlestage ou lutter contre un sous-lestage. Et toute l'énergie que vous utilisez à lutter contre un sous-lestage ou un surlestage, c'est une énergie que vous n'utilisez pas pour avancer. C'est une énergie perdue et c'est du coup une énergie qui ne vous permettra pas d'aller plus loin, enfin qui est perdue et alors qu'elle pourrait être utilisée à aller plutôt plus loin que à compenser un mauvais lestage. Mais on rentrera dans les détails de ça. En mer ou en fosse, j'ai peut-être passé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Non, j'étais assez clair. En mer ou en fosse, la situation est différente. On l'a vu tout à l'heure, il faut s'équilibrer à mi-profondeur d'évolution. C'est une question d'aisance dans la pratique et de sécurité. Alors, quand est-ce qu'il faut adapter son lest par rapport à une sortie en mer ou en fosse? C'est grosso modo, on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec la question qui a été posée, c'est grosso modo à chaque fois. Parce que vous allez changer d'environnement, la salinité va être différente si vous êtes en mer ou en piscine, parce que vous allez changer de profondeur d'évolution. On l'a évoqué tout à l'heure en situation de chasse sous-marine, on peut chasser à différentes profondeurs pendant une sortie. Parce que vous allez changer de matériel entre une sortie en mer, une sortie en fosse, bah, vous n'allez pas avoir les mêmes combinaisons, vous n'allez pas avoir non plus peut-être même les mêmes palmes et ainsi de suite. Donc du coup, ça varie. Parce que, on l'a déjà rappelé, vous pouvez aussi avoir un changement de poids si vous pratiquez entre l'été et l'hiver. La prise d'âge, on en a déjà parlé. La progression, on en a déjà parlé. Et par contre, pas de poumon vide en dessous de 5 mètres, hein, donc hors de question de travailler sur ces exercices-là dans ces situations-là. Ça, c'est un rappel de ce qu'on a évoqué précédemment. Quel test faut-il faire? Bah, finalement, il faut simplement se dire, bah, si je pratique à 20 mètres, ma première descente, à mi-profondeur d'évolution, je peux m'arrêter là et vérifier si je suis en flottabilité neutre, c'est-à-dire en apesant, comme si vous étiez en apesanteur. Voilà. Vous descendez à votre mi-profondeur d'évolution. Si vous êtes stable à mi-profondeur d'évolution, vous êtes parfait. Vous coulez, il faut enlever du poids. Vous flottez trop, il faut peut-être en rajouter un petit peu. Je dis peut-être parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Des questions là-dessus? Je pense que c'est pas trop compliqué. Alors, j'en viens à un point super important. Pourquoi, en particulier, chercher une flottabilité neutre à mi-profondeur d'évolution lorsqu'on fait de l'apnée en profondeur? Je vous ai indiqué tout à l'heure que l'objectif, c'était de ne pas forcer à la remontée, en particulier, mais il y a plusieurs éléments. Un premier qui est super important, c'est que si jamais il arrive quoi que ce soit, il faut qu'à un moment donné, garantir une flottabilité négative en surface pour qu'une personne, même inconsciente, en fait, puisse flotter en surface. Sinon, ça génère des risques de suraccident parce que la personne elle va couler vers le fond. Vous allez me dire, bah oui, mais si ça lui arrive en profondeur, elle coulera. Oui, si ça lui arrive en profondeur, elle coulera. Par contre, il faut prendre conscience que les accidents, généralement, ils n'arrivent pas à la profondeur maximale des évolutions, ils arrivent pendant la remontée. Alors, je vous explique pourquoi. C'est un risque qui est bien connu et qui est identifié sous le nom du rendez-vous syncopal des 10 mètres, des 7 mètres ou des 10 mètres, ça dépend. En tout cas, le rendez-vous syncopal à la remontée. C'est lié à un phénomène dont on a parlé dans le cadre de la ventilation, le risque de syncope. Et ce risque de syncope, il est accru lorsqu'on est en situation d'apnée en profondeur, et en particulier lors de la remontée. On a parlé lors du cours sur la ventilation, de l'hyperventilation et du risque de syncope associé. C'est d'autant plus important lorsqu'on descend en profondeur, parce qu'en fait, il se passe un mécanisme lié à la pression partielle d'oxygène. Je vous rappelle que c'est la pression partielle d'oxygène qui, en dessous d'un certain seuil, conduit au déclenchement du mécanisme réflexe syncopal. Et en fait, il s'avère
que lorsqu'on descend en profondeur, eh bien, on augmente la pression partielle d'oxygène. Et à l'inverse, quand on remonte en surface, on peut la réduire. Alors, je vous ai expliqué que lorsque on descend en profondeur, vos poumons se compriment et la pression de l'air augmente. C'est vrai aussi pour les pressions partielles d'oxygène ou de CO2 que l'on a à l'intérieur du sang. À savoir que la pression totale de l'ensemble des gaz qu'on peut avoir dans le sang, c'est la somme des pressions partielles des différents gaz qu'on va avoir dans le sang, l'azote, l'oxygène et le CO2, qui donnent la pression de l'air qu'on peut avoir dans le sang, mais qu'on a aussi dans les poumons. Dans le cas d'une descente sans hyperventilation, voici le profil de votre évolution. Vous descendez à une profondeur d'évolution, vous y passez un petit peu de temps et ensuite vous remontez en surface. Pendant la situation d'apnée de descente et jusqu'à la remontée, il se passe des évolutions dans votre profil en oxygène. Vous comprenez bien qu'au fur et à mesure du temps, votre oxygène, votre taux d'oxygène dans le sang, il baisse parce que vous le consommez au fur et à mesure du temps. D'accord? On va dans un profil sans hyperventilation, on est par là, on descend, votre profil d'oxygène au fur et à mesure du temps, il descend. Sauf qu'en fait, il ne descend pas aussi vite que ça, parce qu'au fur et à mesure, parce que vous êtes descendu en profondeur, et qu'en descendant en profondeur, votre pression partielle d'oxygène, elle a tendance à être elle est compensée en partie par l'augmentation de la pression liée à la profondeur. Alors, le schéma est un peu compliqué, donc ça nécessitera peut-être des explications, des questions de votre part après. Mais il faut voir qu'au moment de la remontée, ici, dans votre profil, je descends, je remonte, vous continuez à consommer de l'oxygène, et en même temps, vous remontez, et là, vous avez la pression partielle d'oxygène qui descend très fort, puisque à la fois vous consommez encore de l'oxygène, et vous remontez, et vous diminuez la pression. Donc, votre pression partielle d'oxygène, elle descend très fort à la remontée. Le risque, c'est que à la situation de remontée, soit parce que vous avez fait un effort intense au fond, où vous êtes resté trop longtemps, le risque, c'est que vous atteigniez le seuil de syncope, de pression partielle qui est là. Alors, dans le cas du schéma qui est établi en vert, la personne remonte avant d'atteindre le seuil de syncope, arrive en surface ici, et après qu'elle reprenne sa ventilation de surface, son seuil d'oxygène remonte à la normale au fur et à mesure du temps, assez vite, et dans les quelques secondes, enfin minutes qui suivent, pour revenir à la normale. Dans le cas d'un effort intense, éventuellement vous avez passé trop de temps au fond, pour une raison ou une autre. Vous avez eu un poisson, vous l'avez attendu longtemps, vous êtes accroché à quelque chose et puis vous avez eu du mal à vous en dépatouiller, ou ainsi de suite. Et dans le cas d'une hyperventilation, vous pouvez vous retrouver à avoir un profil d'O2 qui était meilleur au départ parce que vous aviez fait une hyperventilation, un profil d'O2 qui descend plus lentement, qui vous conduit à dire je vais passer plus de temps dans le fond. Mais auquel cas, à la remontée, lorsque le taux d'oxygène va descendre d'un seul coup, lors de votre montée, et bien là, paf, bing, bam, boum, on atteint le seuil de syncope.
Eh bien, en général, ce seuil de syncope, lorsqu'il arrive, c'est autour des 6 ou 7 mètres, le seuil de rendez-vous syncopal de 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres, voilà. Et c'est pour ça qu'il est préconisé d'être lesté en profondeur, à mi-profondeur d'évolution, pour dire que quand je commence ma phase de remontée, si jamais j'ai une syncope, comme j'ai de l'élan pour remonter, même si je syncope, je vais continuer de monter et de remonter à la surface, ce qui permettra à la personne qui doit vous assister de vous assister facilement. Si vous êtes surlesté, eh bien, en plus de faire une syncope, vous allez couler, ce qui compliquera votre sauvetage. Donc voilà l'importance d'avoir un lestage neutre à mi-profondeur d'évolution et pas à profondeur d'évolution, parce que si vous avez un lestage neutre à profondeur d'évolution, quand vous allez remonter, vous serez surlesté et vous allez couler. Attention de pas bon, j'ai dit une bêtise. Vous allez remonter plus vite. Quoi qu'il en soit, la flottaison neutre à mi-profondeur. Alors, j'ai pas évoqué le profil du CO2. Le profil du CO2, vous l'avez en même temps ici, qui, en temps normal, fait qu'au fur et à mesure de votre descente en profondeur, la pression partielle de CO2 va augmenter. Évidemment, comme vous êtes au fond, eh bien, ce profil de pression en CO2, il va vous amener peut-être un peu plus vite vers le seuil de rupture d'apnée, c'est ce qui va vous donner l'envie de respirer et ce qui va générer votre remontée en temps normal. Ce taux de CO2 à la remontée, même si vous continuez à consommer, même si vous continuez à produire du CO2 vu que vous consommez de l'oxygène encore à la remontée, eh bien, il a tendance à chuter à la remontée, parce que la pression partielle de CO2, pardon, diminue du fait de la baisse de pression à la remontée. Bon, c'est un schéma un peu compliqué. Mes explications aussi, peut-être pas complètement compréhensibles. J'espère que suffisamment quand même. Vous avez sans doute des questions sur le sujet. Ah, pensez à remettre son tuba en bouche à la remontée. Ben, ça fait partie des points qu'on va voir après. Garantir une flottabilité positive, non, point d'interrogation, si. C'est mieux de garantir une flottabilité positive, mais en général, en descente, en profondeur, on dit à mi-profondeur d'évolution. Si vous le faites à profondeur d'évolution, par exemple à 20 mètres, ça veut dire que vous allez devoir faire un effort intense pour descendre. Donc c'est pour ça qu'on parle on privilégie une flottabilité neutre à mi-profondeur d'évolution. Parce qu'il ne faut pas non plus devoir fortement palmer pour pouvoir descendre, parce que sinon on se met aussi en risque, parce qu'on aura utilisé beaucoup de sa capacité à descendre. Je n'ai pas écrit garantir une flottabilité négative, c'est pour ça que je m'interrogeais en fait. J'ai dit négative à la place de positive? Tu as écrit, ouais, garantir une flottabilité négative. Ah oui, pardon. Ok, merci. Deuxième correction à faire sur mes slides. Ah, c'est bien parce que ça fait 2 fois que je les présente, mais ça n'empêche qu'il reste des erreurs dedans. Et merci d'avoir lu ça, Romain. Ça prouve que tu suis. D'autres remarques ou des questions sur ce que j'ai évoqué? Retenez bien que il est essentiel d'être en flottabilité positive jusqu'à mi-profondeur d'évolution pour contrecarrer les risques supplémentaires liés à une syncope possible. Alors, si vous faites une syncope à la remontée, eh ben, il faut que ce soit facile
pour l'intervention, pour vous retrouver, parce que vous serez vous remonterez vers la surface, plutôt que de devoir aller vous chercher au fond parce que vous avez coulé. Et si on est allé travailler sur 20 mètres de profondeur en apnée alors qu'il y a 40 mètres de fond, bah, le risque c'est de devoir aller vous chercher à 40 mètres de fond. Et ça met en situation de suraccident possible et pour vous et pour les personnes qui sont susceptibles d'intervenir auprès de vous. Donc c'est vraiment essentiel de ne pas se surlester et plutôt l'inverse en profondeur. Après, il y a aussi ce que je trouve sympa aussi, c'est dans le côté quand tu arrives à mi-profondeur et que tu sens que tu commences à remonter tout seul comme un bouchon, tranquillement. Je trouve qu'il y a un vrai côté plaisir pour la fin de ta plongée, Ouais, de remonter sans aucun effort sur les derniers mètres. tout à fait. C'est Tout quand à même fait. super kiffant, je trouve. Ouais, Au-delà du risque d'accident. tu as raison, non, mais tu as raison. C'est clair que je l'ai évoqué quand même déjà tout à l'heure, ne pas forcer à la remontée. Effectivement, au-delà de ça, ça veut dire que à partir de mi-profondeur, quand on remonte comme un ballon. Et ça, c'est effectivement un moment super agréable parce que on fait aucun effort et du coup, on dépense beaucoup moins d'oxygène à ce stade-là et ça peut être important à partir du moment où on est en phase de remontée. Ça veut dire qu'on a fait des efforts, on a déjà dépensé pas mal d'oxygène auparavant dans le cadre de son apnée. Bon, pensez pas que le risque de syncope à la remontée soit très important. Je veux pas vous mettre trop en garde non plus par rapport à ça. Il faut pas se dire que c'est très accidentogène l'apnée par rapport à ça. Notez bien que du fait que vous allez descendre en profondeur, que votre pression partielle de CO2 va être multipliée par 2 à 10 mètres, par 3 à 20 mètres, ça va vous amener à déclencher votre seuil de rupture d'apnée plus vite que si vous êtes à moindre profondeur. Donc en fait, vous allez avoir une alerte qui va arriver plus vite que de besoin d'une certaine manière par rapport à une apnée en surface. Et donc, vos signaux d'alerte, j'ai envie de respirer sur le fond, si vous en tenez compte pour dire dès qu'il arrive, je remonte, il y a zéro risque, sauf si après vous vous retrouvez coincé quelque part pour une raison ou une autre. Mais il y a normalement, une fois que vous avez ce seuil de rupture d'apnée qui intervient lors de votre évolution à 20 mètres ou 30 mètres ou 40 mètres, si ça intervient, vous prenez la décision de remonter et en temps normal, vous allez avoir votre pression, vous allez même vous retrouver plus à l'aise et avoir moins envie de respirer parce que votre pression partielle de CO2, elle va baisser, mais vous aurez déclenché votre remontée bien avant le seuil de syncope, sauf si vous faites une hyperventilation et qu'on se retrouve dans le cadre de ce que j'ai évoqué lors de la formation sur la ventilation. Donc soyez rassurés par rapport à ce risque de syncope, il est relativement faible si vous n'écartez pas les signaux d'alerte liés à la rupture d'apnée. Baptiste, tu as levé la main? Voilà, moi, j'avais une question pour la toute petite partie. Donc, on t'entend très mal, Baptiste. Je comprends pas du tout ce que tu dis. Est-ce que c'est mieux? Essaye un peu plus longtemps parce que ça n'a pas l'air si terrible. Alors, est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, ça a l'air mieux, oui. Premier graphique. Après la portion B, au moment où tu remontes. Pardon? La portion B. Ouais, à B. La petite partie juste après où ça remonte. Là, celle-là? Ouais. J'ai pas compris en fait. Est-ce que tu peux revenir sur cette petite partie-là? Alors, je réexplique. Alors, j'ai peut-être pas été assez précis sur les. Dès qu'on remonte, je comprends pas pourquoi d'un coup la pression partielle de 2 chute autant que ça. Ah, d'accord. Je vais réexpliquer. Donc là, c'est bien le profil. Cette partie-là, c'est le profil de votre apnée.
Je descends en profondeur, première phase, j'évolue sur cette profondeur et ensuite je remonte. D'accord? Lorsque tu descends en profondeur, tu augmentes ta pression. Et donc, en fait, ta pression partielle, tu consommes de l'oxygène au fur et à mesure que tu descends. Donc, ta pression partielle d'oxygène, elle baisse, mais elle ne baisse pas si vite que ça parce que en même temps que tu descends, la pression globale de l'environnement augmente et multiplie ta pression partielle d'oxygène. À 10 mètres, ta pression partielle par rapport à la surface est multipliée par 2. À 20 mètres, elle est multipliée par 3. Ce qui fait qu'en fait, lorsque tu descends en profondeur, ton oxygène baisse, mais par rapport à ton évolution, si tu avais été en surface, il baisserait comme ça. Ok. Comme tu es descendu en profondeur, ça baisse, ça donne l'impression de baisser moins vite parce que tu es en profondeur. Par contre, à la remontée, tu vas continuer de consommer de l'oxygène, donc ça va baisser. Mais en plus, tu vas remonter, donc tu vas diviser par 2, voire 3, enfin par 3 si tu remontes de 20 mètres, tu vas rediviser par 3 ta pression partielle d'oxygène que tu avais au fond. Et donc, du coup, là, ça chute. Ça chute vraiment. La pression partielle d'oxygène, à la remontée, elle chute vraiment. C'est une vraie chute. Et c'est là que intervient principalement le risque d'atteinte du seuil de syncope. Enfin, j'espère que j'étais plus clair. C'est bien d'avoir posé la question. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas encore à poser la question. C'est bon? Moi, c'est bon, j'ai compris. Donc du coup, dans un profil où tu fais une hyperventilation, la courbe rouge, et que tu vas rester plus longtemps sur le fond, et tu vas remonter avec le même profil de remontée que celui que tu aurais fait sans hyperventilation, tu te retrouves en partant avec un profil d'oxygène plus élevé au départ, qui va descendre de la même façon parce que tu vas faire le même usage sauf que tu vas passer plus de temps. Et que tu vas aller plus loin et que donc tu vas aller plus loin et qu'à la remontée tu risques d'atteindre ton seuil de 50. Alors là pour le coup le graphique peut-être pas complètement parfait par rapport à ça puisqu'on a l'impression qu'on a la même hauteur ici que là. Le graphique aurait pu permettre de montrer qu'on pourrait descendre un peu plus bas et prendre le risque de rejoindre mieux la 50. Voilà. Une question par rapport au moment où tu sens l'envie de respirer par rapport au CO2. Ouais. Lorsque tu fais une descente assez profonde, là moi j'avais fait une descente profonde, mais je suis remonté aussitôt, donc j'avais pas de temps au fond. Ouais. Donc j'ai pas eu la sensation de manque d'air. Par contre, quand tu restes au fond, est-ce qu'il faut mieux partir un peu plus tôt ou tu peux quand même, si tu attends de sentir les premiers effets de manque d'air, tu peux encore remonter tranquillou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est après au fur et à mesure, on se sent au fur et à mesure des fois, mais alors je veux vous rassurer d'un truc. Je l'ai déjà évoqué lorsqu'on a vu le risque de syncope. Le seuil de rupture d'apnée, il intervient bien avant le risque de syncope. Donc, il ne faut pas se dire, il ne faut pas paniquer parce que je suis descendu à 20 mètres et j'ai un seuil de rupture d'apnée qui intervient. Vous avez le temps de remonter à la surface si vous n'oubliez pas de prendre en considération cette envie de respirer qui vient d'arriver. D'autant plus que je l'évoquais tout à l'heure, comme vous êtes en profondeur, la pression partielle de CO2, elle augmente liée à la pression, que vous allez finalement atteindre plus vite votre envie de respirer en descendant en profondeur que si vous restiez en surface. Donc en fait, lorsque ça arrive, c'est un élément d'alerte qui doit vous dire attention, il faut que je remonte. Il ne faut pas vous dire pour autant danger, il faut que je remonte tout de suite et très vite. Non, vous avez le temps.
Faut pas non plus paniquer lorsque. Alors, le mieux, c'est évidemment de descendre, de pas avoir ces seuils, ces sensations de rupture d'apnée et de remonter et de jamais prendre de risques. Ça, tu as raison, c'est Emmanuel, Manu, c'est le mieux. Évidemment que c'est mieux de descendre, de pas aller jusqu'à son seuil de rupture d'apnée quand on descend en profondeur et de remonter et d'être toujours dans l'aisance entre la descente et la remontée par derrière. Après, ce que je dis là, c'est vrai dans une situation de confort que tu vas rechercher pour évoluer en chasse sous-marine parce que tu vas enchaîner les descentes et les remontées et qu'évidemment, c'est pas bon d'aller à chaque fois au seuil de rupture d'apnée avant de remonter parce que ça fatigue quand même. Ou alors, lorsque vous faites de la randonnée découverte en apnée, c'est quand même mieux d'être aussi dans ce niveau d'essence. Après, pour des gens qui font de la profondeur en compétition, c'est clair que dans leur progression, ils doivent apprendre, comme on peut apprendre aussi en piscine, à dire, je sais que j'ai mon seuil de rupture d'apnée qui est arrivé, mais je vais le maîtriser un certain temps avant de remonter. Donc, les apnéistes qui descendent très profond, évidemment qu'ils vont au-delà de leur seuil de rupture d'apnée pendant soit la phase de descente ou la remontée à un moment donné. C'est pas des surhommes, hein. Mais ils apprennent à gérer le temps qu'il leur reste entre cette rupture d'apnée qui intervient et le risque de syncope qui n'intervient pas immédiatement après, et heureusement. Ok. Les signes d'alerte de rupture d'apnée, ils arrivent bien avant, heureusement, la syncope. C'est vraiment des signaux d'alerte. C'est pas des signaux de danger, c'est des signaux d'alerte. D'accord? Ouais. Ouais, parce que là, quand je suis descendu à Tenerife, j'ai pas eu du tout d'alerte, tu vois. Mais bon, tu descends à 30, un peu plus de 30 mètres, t'arrives au fond, c'est pas long en fait, donc t'as Et pas. oui, parce qu'en fait, quand on fait de l'apnée profondeur comme ce que tu viens d'évoquer, bon, tu descends, tu fais ton virage Tu remontes. et tu remontes. Mm. Et au final, même si tu descends à 30 mètres, l'ensemble va faire nettement moins d'une minute 30. Ah Donc, oui, ça dure. Puis en fait, et, c'est plus la pression psychologique quand t'es au fond, te dire ah, merde, je suis profond quand même, oui, plutôt que le manque d'air, quoi. exactement, Ou la poussée de CO2, quoi. exactement. D'autres questions? Florent, tu as levé la main? Oui, Arnaud, du coup, sur le profil CO2, au Oui. moment de la remontée, ça ne devrait pas y avoir une cassure aussi comme sur le profil O2? Ici, là, Ouais, juste cette partie-là, là. bah ouais, Bah, en fait, alors, donc, tu continues de produire du CO2, euh, mais tu remontes, tu vois, en fait, la cassure est pas très marquée. Je pense qu'il faudrait que ce soit plus gros, mais en fait, si tu regardes bien quand même, là, ouais, ça ça, s'aplatit un peu, ouais. ça s'aplatit un petit peu, en fait. Ouais, mais C'est-à-dire c'est que pas aussi tu franc, continues, en fait, tu continues à produire du CO2, mais à la remontée, la pression la pression, elle est divisée par 3. Si tu es à 20 mètres, tu vas remonter à la surface, la pression elle va être divisée par 3 par rapport à la profondeur. Donc, du coup, finalement, ça atténue. euh, Peut-être que bon, là, le graphique, il est peut-être pas parfait. Moi, ouais. je l'ai pas fait, je l'ai pas construit moi-même, hein, je l'ai repris. Effectivement, peut-être que au final, ça devrait peut-être plutôt être un début de descente que encore une montée. Mais sur le principe, il faut comprendre que à la remontée, ton évolution en CO2, elle est plus très franche, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Et voire même, je pense que tu as raison, hein, elle devrait plutôt un peu baisser. Parce que la remontée est quand même relativement rapide, on n'est pas longtemps pour remonter, et c'est vrai que je pense que ça aurait plutôt tendance à baisser. Et bien souvent, quand on peut avoir une alerte de rupture d'apnée en profondeur, on ne le ressent pas plus forcément une fois qu'on a commencé à remonter, en fait. Ça marche. Voilà.
D'autres questions? Bon, c'était normal qu'il y ait beaucoup de questions sur ce slide, hein, c'est le plus compliqué. Euh, mais bon, enfin, ne pensez pas que le risque, enfin, cette syncope soit un risque systématique, hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, mais sachez quand même ce qu'il en est et, retenez ce risque de rendez-vous syncopal des 7 mètres lié à une baisse brutale de la pression partielle d'oxygène à la remontée. Et c'est ça l'essentiel à retenir pour comprendre pourquoi on vous demande un lestage à mi-profondeur d'évolution et le fait d'être en flottabilité positive et pas négative à partir de la mi-profondeur. Faut que si jamais ça arrive quand même, pour une raison ou une autre, vous avez passé trop de temps au fond, vous êtes resté accroché, voire vous avez fait volontairement ou accidentellement une hyperventilation, qu'au moins tout le staff technique qui est autour de vous ait toute la facilité de vous sortir de l'eau parce que vous serez en surflottaison et donc ce sera pas difficile de vous maintenir en surface, de vous ramener éventuellement au bateau ou au bord s'il y a besoin de vous ramener au bateau ou au bord si c'en est à ce point-là, quoi. Voilà. J'en viens à presque la fin de l'intervention. Des facteurs d'amélioration. Dans les facteurs d'amélioration, vous allez voir que avec votre progression, vous serez amené avec votre progression à lâcher du lest. Lâcher du lest, c'est possible avec des conditions qui sont évoquées ici. L'amélioration de votre canard, par rapport à l'immersion initiale, peut permettre quand il est fait efficacement, de s'alléger et voir avoir moins de poids encore que ce qui est nécessaire par rapport à la mi-profondeur d'évolution que j'ai évoqué tout à l'heure. Votre apprentissage de la compensation va vous permettre d'aller plus profond. Évidemment, ça veut dire que il faudra réviser à la baisse également votre lestage, puisque vous allez être amené à avoir une profondeur d'évolution qui va aller plus loin. Idem pour ce qui est de l'augmentation de vos capacités apnéiques, idem concernant votre évolution en termes d'expérience, de connaissance de soi-même par rapport à votre gestion de la profondeur. Donc tout ça doit amener tout ça crée des opportunités pour augmenter votre profondeur d'évolution et donc de devoir évoluer dans l'usage de votre lest. Dans la pratique de l'apnée en fosse ou en mer et en profondeur, eh bien, il y a aussi des disciplines qui vous amènent à lâcher du lest pour diverses raisons. Donc, il y a la possibilité pour certaines activités en immersion en mer, d'avoir des lests qui sont utilisés notamment dans la pratique du poids variable pour vous descendre en profondeur. Donc là où il y a un poids qui s'applique à la descente. Et voir, en référence à ce qu'on a évoqué la semaine dernière dans le cadre de la compensation, voir des disciplines qu'on appelle le no-limit, où vous avez du lest pour descendre et vous avez un ballon pour remonter. Auquel cas, dans ces exercices-là, on n'a pas du tout de lest soi-même. Ça sert à rien. Par contre, on peut avoir encore des lests, évidemment, pour contrecarrer le début de la chute, dans le cadre d'une immersion libre, c'est-à-dire sans palme,
ou dans le cadre d'une immersion en poids constant, avec en immersion libre, pardon, c'est sans palme et avec la force des bras, et à poids constant, soit sans palme, soit en bipalme, soit en monopalme, mais sans utiliser les bras sur la ligne de vie. Pour info, je vous ai mis les différents records femmes et hommes. On avait vu la semaine dernière le cas d'Herbert Munich qui est descendu à moins 214 mètres en no limite chez les hommes. Donc voilà, c'est le record mondial d'apnée en profondeur. Chez les femmes, c'est 160 mètres dans le même cas. Donc, et vous voyez les différents records dans les différentes autres catégories qui sont quand même relativement importants. Hein. Maintenant, on voit qu'en poids variable, on atteint 150 mètres. En monopalme, bipalme et sans palme, on est autour de plus de 100 et 130 mètres. Et pareil, en immersion libre, finalement, on descend assez bien en immersion libre. Avec la force des bras, on arrive à descendre quasiment aux mêmes profondeurs qu'avec les forces des palmes, enfin, aujourd'hui. Petit cocorico, les Français Alice Modolo et Arnaud Gérald détiennent ces deux records en bipalme. Alors, je crois que j'en ai terminé. Voilà. Je vais arrêter le partage. Je vais continuer l'enregistrement s'il y a encore des questions. Pensez à remettre son tuba en bouche avant la remontée. C'est vrai que Florent, tu l'as évoqué. J'ai dit qu'on en reparlerait, mais on en a déjà parlé lors de la ventilation. Donc ça, c'est un point important. On avait évoqué les volumes. Ah non, pardon. C'est un point important. Non, je n'ai pas évoqué du tout. J'ai fait un raccourci. Moi, je pensais en même temps que je lisais, je pensais plutôt à récupérer l'air dans le masque qu'on a évoqué lors de la dernière fois. Effectivement, Florent, tu as bien fait de mettre ça en complément. C'est controversé, ça dépend. Ça dépend de la situation. Parce que en fait, c'est vrai que quand on fait une syncope, si on a pensé à remettre le tuba dans la bouche et qu'on est en surflottaison, en flottabilité positive, on va remonter jusqu'à la surface. Mais en fonction que si tu remontes à la surface, la tête vers le haut ou la tête vers le bas, effectivement, si tu as la tête vers le bas, et ben, que tu as le tuba au moment de la reprise ventilatoire, s'il n'y a personne qui est intervenu pour toi, bah, le tuba va t'être utile. Par contre, si tu remontes et que tu te retrouves en surface avec la tête vers le haut, bah, si tu as le tuba, ça va être l'inverse qui va se passer. Donc en fait, il y a des personnes qui disent qu'il faut remettre le tuba dans la bouche à la remontée, d'autres qui disent non, ça sert à rien. Moi, je suis quand même plutôt partisan de le remettre parce que je pense qu'on a effectivement plus de chances de se retrouver la tête vers le bas que vers le haut à la remontée. Mais même la tête vers le bas, quand tu remontes, ton tuba il est plein d'eau de toute façon. Donc ta première inspiration, tu vas avaler de l'eau. Oui, alors tu as raison, mais le volume d'un tuba, même s'il est rempli d'eau, n'est pas équivalent à ton volume pulmonaire. Donc ça veut dire que tu vas aspirer de l'air et de l'eau. C'est pas bon. Hein. D'accord, d'aspirer de l'air, de faire rentrer de l'eau. Enfin, c'est pas bon d'aspirer de l'eau dans les poumons. Mais c'est mieux d'aspirer et de l'air et de l'eau que d'aspirer que de l'eau, quoi. Ouais, okay.
Et tu peux aussi, parce que finalement, si tu as le tube en bouche, quand tu vas arriver en surface, tu vas d'abord devoir évacuer l'air que tu as dans les poumons avant de faire une reprise ventilatoire. Donc, tu vas d'abord évacuer de l'air. Donc, potentiellement, tu vas peut-être vider partiellement aussi ton tuba. C'est pas sûr. Ça va dépendre comment tu vides ton air. Voilà. C'est loin d'être évident. Donc, le tuba à la remontée, quand on est en apnée pure, en général, on n'en a pas. Quand on est en chasse sous-marine, effectivement, ça peut être un plus de le faire. Mais c'est controversé. Enfin, c'est pas Ouais. tout Moi, le je suis monde. pas d'accord sur ce sujet-là. Je donne mon avis. Parce que quand tu vas remonter en surface et que tu as encore le tuba en bouche, la première chose que tu fais, c'est expulser l'eau qui est dans le tuba. Et tu vas encore baisser le taux d'O2 au lieu de récupérer de l'air. Donc après, ouais, tu dis que c'est controversé. Mais moi, je suis pas pour. Oui, Moi, je remonte toujours avec le tuba sur le côté. Je remonte, j'inspire 2-3 fois et ensuite je remets le tuba. Une fois qu'il est vide. ouais, tu fais bien intervenir. Moi, je pense qu'effectivement, enfin, c'est. Moi, en chasse, j'ai tendance à faire pareil aussi. Ouais. Oui, mais alors, moi, je vous dis, j'ai tendance à faire pareil, mais si j'ai le sentiment d'avoir forcé un peu trop, ou un peu, et que je le sais à la remontée, et ben, à la remontée, je mets le tuba en bouche. Et ça veut dire ça fait partie de l'apprentissage, quoi. Effectivement, j'y suis à l'aise. Je sais qu'il n'y a pas de souci particulier. Je n'ai pas forcé. Je suis pas resté longtemps sur le fond. Je remets pas le tuba à la remontée quand je suis en chasse sous-marine. Si pour une raison ou une autre, j'ai attendu un peu plus longtemps parce qu'il y avait un poisson, ceci, cela, et que à un moment donné, à la remontée, j'ai l'envie de respirer qui est là, ben, si en plus j'étais à 20-25 mètres, ben, j'ai tendance à le mettre à la bouche et j'ai même tendance à commencer à décrocher ma ceinture. Je tiens ma sangle à la main, je décroche mon lestage, enfin je décroche la sangle de mon lestage en tenant encore ma ceinture. Et si jamais je syncope, j'ai déjà en bouche mon tuba et je vais lâcher ma ceinture et elle coulera. Et je remonterai encore plus facilement. Ça m'est arrivé une fois ou deux de le faire par prévention. J'en ai pas eu besoin. Mais ça peut être un bon réflexe de mettre quand on est en situation qu'on a poussé pour une raison ou une autre et que on se dit oups, on sait jamais. Voilà, moi je mets le tuba et j'attrape le bout de ma sangle de ceinture, je tire dessus, ça décroche comment on appelle ça, la boucle, ça décroche la boucle de la ceinture et si je tombe en syncope, ben, ma ceinture va se dégrafer tout seul parce que je vais lâcher l'extrémité de ma ceinture. C'est d'ailleurs le principe même de la Marseillaise, la ceinture, la ceinture utilisée en apnée qu'on appelle la Marseillaise, la ceinture en plastique ou en caoutchouc plutôt noir, là, elle offre cet avantage de pouvoir très facilement enlever la boucle en tirant tout simplement sur l'extrémité de la ceinture. Et ben, en situation d'inconfort à la remontée, moi j'attrape l'extrémité de ma sangle, je tire, ma boucle est décrochée. Si jamais une syncope m'arrive, bah, je sais que ma ceinture va couler, quoi qu'il en soit, et que j'aurai une flottabilité hyper neutre, hyper négative, hyper positive, pardon, et je vais remonter comme une balle en surface. D'autres questions? Alors, je vous engage pas à devoir en arriver là, hein. Moi, ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois dans ma vie de chasseur sous-marin de dégrafer ma ceinture par précaution à la remontée. Jusqu'ici, j'ai jamais fait de syncope parce que je tiens compte systématiquement
de mon envie de respirer et je ne force pas sur cette envie de respirer, quelle que soit la profondeur où je suis. Si vous en faites autant, aucun risque de syncope. Plus de questions? J'arrête l'enregistrement.